Il y a 10 ans, ma mère était derrière les barreaux et mon père faisait tout ce qu'il pouvait pour la voir. 10 ans plus tard, c'est mon père qui est derrière les barreaux et ma mère et moi faisons tout ce que nous pouvons pour le sauver. Après la naissance de ma première fille, la police est passée dans la maison. Le policier l'a alors menacée de la mettre en prison et m'a dit que si je ne parlais pas, il m'a même dit « Ce serait dommage pour ton bébé de grandir sans sa mère ». Peu d'événements dans l'histoire récente de la Chine ont eu un impact aussi profond sur le pays, et peu ont fait l'objet d'une campagne aussi puissante, forçant le monde entier à ne pas regarder ou à oublier. Ils disent peut-être que cela ne va pas toucher les citoyens du reste du monde, mais si, bien sûr que si. Mais aujourd'hui, ce qui se passe sous nos yeux pourrait bien être l'histoire la plus inédite de la résilience humaine au XXIe siècle. La grande question morale de notre époque, allons-nous saisir cette opportunité ? Allons-nous faire ce qu'il faut ? Parce que si on laisse ça arriver à d'autres et qu'on en tire profit, on ne pourra guère se plaindre quand cela nous arrivera. Et je pense que cela arrive très très vite si on laisse faire. Parce qu'ils veulent que nous soyons comme eux. Ils ne veulent pas être comme nous. Si vous étiez en Chine dans les années 90, voici ce que vous pouviez voir tous les matins. Des gens, beaucoup de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, qui méditent dans les parcs et sur les places publiques. Ils pratiquent le Falun Gong. Le Falun Gong est une pratique spirituelle bouddhiste qui recourt à des exercices très lents, un peu comme pour le tai chi, une méditation assise comme dans le bouddhisme et l'étude des principes spirituels fondés sur le bouddhisme qui sont centrés autour de 3 principes fondamentaux, la vérité, la compassion et la tolérance. Vous essayez d'intégrer ces principes dans votre vie au quotidien, être plus honnête, plus compatissant et plus tolérant. C'est une merveilleuse pratique spirituelle. Un mouvement autochtone chinois basé sur une philosophie, des principes et des pratiques chinoises asiatiques. Cela a commencé au début des années 90, un phénomène qui est vite devenu exponentiel en Chine. Il s'agissait en quelque sorte d'une renaissance, car pendant des décennies de régime communiste, ils ont essayé d'éradiquer toutes les croyances traditionnelles, toute culture traditionnelle. Vous savez, on a dit aux gens pendant des décennies qu'il fallait croire au marxisme, qu'ils devaient dénoncer Confucius et le bouddhisme, et toutes ces sortes de choses traditionnelles chinoises. Ouvrez la boîte de gong et c'était quelque chose. Je me souviens d'un vieux chinois, quand j'ai commencé à pratiquer, qui m'a dit que c'était comme si les bonnes choses de la Chine ancienne étaient revenues. Le Falun Gong était partout. J'avais un ami qui étudiait à l'université de Shanghai, qui est en quelque sorte leur MIT sur le campus. Il y avait au moins 3 sites de pratique tous les matins avec étudiants et les professeurs qui faisaient les exercices, des militaires, des universitaires, des agriculteurs, des femmes au foyer, du personnel administratif, y compris des hauts fonctionnaires. Ainsi, après à peine 7 ans, 100 millions de personnes pratiquaient. J'ai parcouru toute la Chine. Les choses allaient très bien, jusqu'au 20 juillet 1999. Lorsqu'a été lancée une campagne de répression sans précédent dans l'histoire moderne de la Chine, qui a changé le destin de dizaines de millions de personnes. Je suis arrivé ici vers 2012 pour étudier et aussi pour la liberté. En fait, j'ai reçu une offre d'une entreprise japonaise. J'avais la possibilité d'aller au Japon, mais mes parents m'ont dit non, tu vas aux États-Unis, tu vas aux États-Unis. Ils considèrent les États-Unis comme le phare de la liberté et c'est pour ça que je suis ici. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai rencontré Yu il y a quelques années et j'ai été très impressionné. Il est représentatif de certains de ces immigrants qui sont venus pour travailler dur et qui accordent beaucoup d'importance à l'éducation et qui sont des amis très sincères. Donc, vous savez, j'ai été dévasté quand j'ai appris ce qui se passait et je n'allais pas rester là les bras croisés.
Les parents de Joe sont tous deux des pratiquants de Falun Gong. En fait, mon père était déjà aux États-Unis en décembre 2019. Il est le fils aîné de la famille et il estime que c'est sa responsabilité de s'occuper de mon grand-père. Donc, il est retourné en Chine en 2020. Mais finalement, il n'a pas pu assister à l'enterrement de mon grand-père. Mon père était en prison à ce moment-là. C'est une véritable tragédie pour ma famille. Le père de Yo a été condamné à 8 ans dans une prison chinoise en avril 2023 pour avoir pratiqué le Falun Gong. Il n'est coupable de rien. Il est emprisonné pour 8 ans alors qu'il n'a rien fait de mal. Absolument rien de mal. Tout a commencé au milieu de la nuit, le 20 juillet 1999, lorsque le Parti communiste chinois au pouvoir a lancé une campagne nationale de type révolution culturelle pour éradiquer le Falun Gong, une pratique qu'il soutenait par le passé. Des fonctionnaires ont orchestré des autodafés, lors desquels les livres et affiches liés au Falun Gong étaient détruits. La police a procédé à des arrestations d'envergure dans tout le pays. Du jour au lendemain, les gens ont été tirés de leur lit, dans tout le pays, et été jetés dans les camps de prisonniers et les camps de travail. C'est alors que ma mère a été envoyée au centre de lavage de cerveau. Elle distribuait simplement des tracts dans la rue. Et elle a été arrêtée par l'officier de police. La famille ne peut pas rendre visite à ma mère, car elle était, vous savez, mise à l'isolement pendant plus de 40 jours. Quand Jiang Zemin a commencé la persécution en 1999, la police a fait irruption dans notre maison et l'a arrêté à ce moment-là. Plus tard, ma mère a également été arrêtée. Après avoir été torturée et malmenée en détention, mon père est décédé après sa libération du centre de détention en 2009. Pendant ce temps, ma mère a été arrêtée à plusieurs reprises depuis 1999. Elle a été arrêtée 11 fois et a passé 10 des 24 dernières années en détention, juste parce qu'elle pratique le Falun Gong. Le niveau de persécution est différent en Chine. Vous avez la prison, vous pouvez être condamné à la prison pour 80 ans, puis il y a les camps de travail. Mais les camps de travail ont été supprimés il y a plusieurs années. Mais c'était une méthode de persécution très courante il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a les centres de lavage de cerveau. Donc, pour les centres de lavage de cerveau, ce qui se passe, c'est que la police n'a pas besoin. Elle peut vous envoyer dans un centre de lavage de cerveau sans l'avis d'un tribunal. En gros, la police peut faire ce qu'elle veut. Le chef du Parti communiste chinois de l'époque, Jiang Zemin, est à l'origine du plan d'élimination du Falun Gong qui consiste à nuire à leur réputation, les ruiner financièrement et les détruire physiquement. Ils vous feront subir des méthodes de coercition psychologique intenses comme vous enchaîner à une chaise et il y a une télévision à fond qui vous braille dans les oreilles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui vous dit que vos croyances sont mauvaises et que vous êtes mauvais. Ils combinent ce genre de choses avec des techniques de torture vraiment brutales et l'idée est de vous détruire, de détruire votre volonté. Et en fin de compte, ce qu'ils veulent faire, c'est vous faire signer une lettre de repentir dans laquelle vous dites que vous allez arrêter de pratiquer le Falun Gong. Souvent, vous devez faire la même chose à d'autres personnes. Le Washington Post a publié un article à ce sujet, où ils ont enquêté sur un individu qui avait suivi ce processus, un compagnon de pratique. Et à la fin, il est en quelque sorte arrivé à la conclusion que nous, les êtres humains, sommes les pires animaux sur Terre. Il était devenu tellement démoralisé. Notre famille a commencé à se séparer et en 2017, un an après la libération de ma mère, Aihua, nous nous sommes dit « Si notre famille veut se retrouver, c'est maintenant ou jamais pour le mariage de mon frère.
Mais ma mère s'est vue refuser un passeport à cause de sa pratique du Falun Gong. Notre mère a été condamnée à une peine de 3 ans. Donc, maintenant, votre mère est dans une prison chinoise? Oui, Comment? Pourquoi? Et quelle est sa situation? en fait, je n'ai aucune idée de son état actuel. Mais je sais que ma mère a été arrêtée en juillet dernier et cela fait 1 an et ma famille n'a toujours pas pu la voir. Et nous ne savons pas dans quelles conditions elle se trouve. Et mon père a 62 ans. Il a perdu presque toutes ses dents. Il ne peut plus manger de légumes, il ne peut plus manger de viande. La plupart des aliments, il ne peut pas les manger. La seule chose qu'il peut manger, c'est les petits pains. Il les trempe dans la soupe et il mange ça. C'est la seule chose qu'il peut manger. Je suis donc très inquiet pour sa santé mentale et physique. Ça fait 2 ans qu'il est au centre de détention. C'est donc tout à fait scandaleux. Et sa santé a décliné depuis qu'il est dans le centre de détention, c'est ça? Oui, il a perdu beaucoup de poids là-bas. Ce n'est qu'un exemple de ce qui se passe en Chine. Ils maltraitent leur propre peuple. Ce monsieur, il est retourné s'occuper de son père. Il aurait pu rester ici, aux États-Unis, mais il voulait s'occuper de son père malade. Il a fait ce qu'il y avait à faire, la chose morale à faire. Et c'est ainsi qu'il est pénalisé par son pays, son gouvernement. Franchement, de quoi ces communistes ont-ils peur? De quoi le PCC a-t-il si peur? C'est la question clé. Qu'est-ce qui, dans le Falun Gong, a déclenché cette peur chez le PCC? Pourquoi la répression a-t-elle même commencé? 其实听起来都是觉得很 ridiculous 的这种想法。法轮大法在中国红传，那很多人就是道德，通过修炼法轮大法之后呢，道德回升呐，然后呢人心向善呐，那其实应该说对中国社会是一件好事。可是很奇怪的就是，中共害怕一个国家一个政府，他居然害怕这么多人去做好人，这是让人觉得很难以想象的。 Donc tout d'abord, c'est une question de chiffres. 100 millions de personnes pratiquaient le Falun Gong à l'époque, soit 1 personne sur 13 dans le pays. C'est 40 millions de personnes de plus que le nombre total de membres du Parti communiste. Ainsi, lorsque le gouvernement chinois a réalisé une enquête à la fin de l'année 1998 et qu'il a découvert ces chiffres, cela a inquiété certains dirigeants. Ma famille, du côté de ma grand-mère, ils étaient chrétiens avant que le PCC ne prenne le pouvoir. Certains membres de la famille ont même fui aux États-Unis avant que le PCC ne prenne le pouvoir. Et après la prise de pouvoir du PCC, les chrétiens ont subi de très graves persécutions. Pourquoi? Parce que le PCC veut contrôler ce que les gens pensent, ils veulent contrôler l'esprit des gens. Si quelqu'un croit en la religion, croit en la nécessité de faire de bonnes actions, alors ça peut devenir une menace pour le PCC. Parce qu'à un moment donné, ils refuseront de suivre les ordres du parti. C'est pourquoi le PCC a commencé à persécuter la religion. D'abord les chrétiens, puis le bouddhisme et maintenant le Falun Gong. C'est donc une tradition du PCC. Mais le problème central, la chose qui a fait basculer le régime, a été le chef du parti communiste chinois de l'époque, Jiang Zemin. Il était le premier dirigeant du pays à ne pas être passé par la révolution culturelle. Il était en manque de crédibilité auprès des autres dirigeants. Et il cherchait désespérément à construire cette sorte de culte de la personnalité autour de lui, comme Mao et d'autres dirigeants. Et alors qu'il essaie justement de faire ça dans les années 90, le Falun Gong se répand massivement. Et c'est cette motivation politique, tragiquement, qui a été le véritable point de départ de la persécution.
Au cours des 20 dernières années, les pratiquants de Falun Gong ont été battus, humiliés sexuellement, violés, frappés à l'aide de matraques électriques et injectés de force des psychotropes. Mais les violences ne s'arrêtent pas là. Alors que le reste du monde préfère regarder ailleurs, le régime chinois a tiré de cette persécution une industrie sinistre, le prélèvement forcé d'organes sur personnes vivantes. Mais y a-t-il des preuves ? Pourquoi cette question exposée au grand jour n'a-t-elle reçu que si peu d'attention jusqu'à récemment ? Et quel rôle les États-Unis du monde libre ont-ils joué dans cette sinistre industrie ? Des nouvelles inquiétantes en provenance de Londres. Un tribunal international indépendant conclut que la Chine tue des prisonniers afin de prélever leurs organes. La première fois que j'ai entendu parler de ce concept, c'était presque trop horrible pour être vrai. C'était presque incroyable à première vue. La Chine n'était pas du tout présente dans le domaine de la transplantation d'organes, jusqu'à ce qu'elle ait des centaines de milliers de pratiquants de Falun Gong dans ses prisons, et soudain, en quelques années, ils sont montés en flèche et sont devenus l'une des principales destinations pour les opérations de transplantation d'organes. Et cela soulève la question de savoir vraiment d'où viennent ces organes qui sont transplantés. Selon le vice-ministre chinois de la Santé, le nombre de greffes réalisées chaque année est passé de quelques centaines en 1999 à plus de 10 000 par an en 2008. Le journal China Daily a rapporté que le nombre réel était de 20 000 en 2006. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la Chine réalise le deuxième plus grand nombre de transplantations au monde après les États-Unis. Plus grave encore, on s'est rendu compte que la Chine avait apparemment une surabondance d'organes et que son tourisme médical était en plein essor. Les hôpitaux faisaient de la publicité sur Internet, disant qu'ils pouvaient garantir aux patients des organes dans un délai de quelques semaines et qu'ils pouvaient même les programmer à l'avance. Pour vous donner une idée de perspective, aux États-Unis, le temps d'attente pour un rein est de plus de 3 ans. Nous sommes convaincus que dans quelques années seulement, la Chine sera le premier pays au monde en termes de transplantation d'organes. Tout cela devient évident et ça a commencé à être très très mauvais pour le PCC, le Parti communiste chinois. J'ai appelé un hôpital en Chine pour une greffe et on m'a offert un foie très rapidement. Comment cela est-il possible ? Je ne veux pas écouter et répondre à votre question. Vous êtes quelqu'un qui a des arrière-pensées politiques. J'ai entendu parler certains de mes électeurs directement à ce sujet, et ce qui est particulièrement troublant, c'est que cette pratique cible apparemment les prisonniers de conscience, notamment les pratiquants du Falun Gong. Les membres de la famille se voient remettre une urne contenant les cendres de leurs proches, mais peut-être des semaines, des mois après qu'ils aient été enlevés. Vous avez des témoignages de médecins et d'autres prisonniers, de gardiens qui disent que ça s'est vraiment passé. Je crois qu'il existe des preuves de génocide ici. Je veux dire, c'est terrifiant, pas vrai ? Ces personnes disparaissent parce qu'ils pratiquent quelque chose en quoi ils croient. Ils ont le bon âge et en bonne condition. Ils disparaissent pour fournir ces organes à d'autres personnes riches en Chine. Bien sûr, vous êtes vous-même chirurgien et avez effectué des transplantations. Oui, c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que je comprends le monde de la transplantation. En fait, la Chine assassine, et je serai très clair à ce sujet, assassine des prisonniers de conscience, des gens qui n'adhèrent pas aux croyances du Parti communiste chinois. Ils utilisent des humains comme cobayes pour fournir des organes, soit pour leur propre approvisionnement national, soit pour les exporter. Il s'agit d'un crime absolument horrible. C'est une pratique barbare qui ferait rougir un bourreau du Moyen Âge. Cela me choque particulièrement parce que je sais que les institutions médicales américaines et les hôpitaux
joue un rôle ici. Et j'ai vu des listes de 344 chirurgiens spécialisés dans les transplantations d'organes qui viennent de Chine et qui ont été formés ici aux États-Unis, formés par nos propres écoles de médecine et nos hôpitaux, ou bien ont reçu une forme de soutien de nos hôpitaux. Ces centres de transplantation ont été soutenus par notre secteur de la transplantation d'une manière ou d'une autre, soit par une recherche ou de l'argent pour la recherche ou d'autres formes de soutien. Et cela continue encore aujourd'hui. C'est innommable ce qu'ils font. Ces choses sont indescriptibles. Et pourtant, la Chine le fait. Le Parti communiste chinois le fait à ses citoyens, en toute impunité. Et nous allons vers eux et leur serrons la main, et on fait des affaires avec eux. Et s'il y avait du sang sur cette main qui vous est tendue, le sang de quelqu'un à qui on vient d'enlever les organes, quelqu'un qui n'avait aucune intention de donner ses organes, et qui a perdu la vie en raison de sa croyance. Seriez-vous prêt à serrer cette main en toute amitié, ou dans le cadre d'un partenariat commercial, ou même en diplomatie ? Dans le pays le plus peuplé du monde, des crimes contre l'humanité ont été perpétrés contre 100 millions de croyants spirituels. Les preuves sont accablantes, mais beaucoup de gens n'en ont même pas entendu parler. Comment avons-nous pu laisser faire une chose pareille sous nos yeux? Et pendant tout ce temps, nous nous engagions toujours davantage dans des partenariats avec la Chine communiste. Quand j'en ai entendu parler, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait et que c'était tellement horrible que nous ne pouvions pas l'ignorer. Il fallait approfondir la question. Et vous vous heurtez à un mur car il n'y a aucune transparence. Vous savez, j'ai essayé de convaincre, et d'autres comme moi ont essayé de convaincre le gouvernement américain et les membres du Congrès, les médecins, le secteur médical, qu'il fallait agir pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et vous savez, on n'était pas tout à fait sûr à l'époque que tout cela était vrai. Et c'était difficile à faire passer ce message, parce que d'un côté, le Parti communiste chinois produit des quantités impressionnantes de désinformation et de propagande dénonçant le Falun Gong, le diabolisant. Le Falun Gong est fondamentalement non violent. Il n'y a que peu ou pas d'organisation formelle au sein du groupe, ni de système d'adhésion, pas d'église ou autre, et pas de versement à opérer quand on est pratiquant. Pourtant, sous la campagne de diffamation du PCC en Chine et à l'étranger, ils sont présentés comme une secte dangereuse, mais tout cela a pour but de détourner l'attention et de cacher les violations des droits de l'homme commises par le PCC et d'influencer la perception du public. Ils veulent que personne n'en parle. Je vais vous dire, n'importe quel fonctionnaire vous dira ça depuis 24 ans. Si vous voulez mettre fin à une réunion avec un officiel chinois n'importe où dans le monde, il suffit de mentionner le Falun Gong. C'est un véritable troisième rail. C'est la seule chose dont ils ne veulent pas parler. Mais ce n'était pas juste la question d'une barrière culturelle qui motivait cette volonté de cacher les choses. Des changements plus importants étaient en cours à la fin du XXe siècle. Au plus fort de la persécution, le régime communiste s'est tourné vers le capitalisme. Les gratte-ciel en Chine devenaient impressionnants et omniprésents. La Chine comptait attirer les investissements étrangers et cherchait à influencer les perceptions des Occidentaux et les inciter à faire rentrer la Chine au cœur du système politique et économique mondial. Les États-Unis feront tout pour faire entrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce dès que possible. La conférence ministérielle donne donc son accord. Il aura fallu plusieurs dizaines d'années pour comprendre où cette politique allait nous mener. Jiang Zemin, un homme qui à l'époque donnait l'impression d'être si modéré, si amical et jovial, voulait s'ouvrir au marché et ouvrir une ère complètement différente de la période maoïste et de la période soviétique que nous connaissions si bien. Quand nous avons commencé à parler de ce qui se passait, il était difficile de convaincre les autres. Mais vous savez, vous citez l'année 2006. Notre pays était encore dans une position à l'époque où nous disions que tout ce qui compte, c'est le libre-échange, et que cela apporterait une plus grande liberté au peuple chinois si nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Et je faisais partie des gens qui pensaient ça pendant un certain temps, quoi qu'on en dise. Au fur et à mesure où ils vont se rattacher à l'économie mondiale,
ils diminueront leur persécution. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Vous savez, Xi Jinping, qui est un maoïste à part entière, et le niveau de persécution actuel est plus intense et il est plus technologique, sophistiqué. Les choses qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ils ne pouvaient pas les faire sous Mao. Ce sont des situations que l'on retrouve dans l'histoire. Souvent, je sais ce qui se passe, mais je ne veux vraiment pas en entendre parler. Je ne veux pas regarder. Cela s'est produit très tôt à propos du débat sur l'esclavage. De même, nous savions ce qui se passait avec le peuple juif et nous avons simplement décidé de ne pas en parler, de ne pas vraiment y penser. Il y a 50, 60, 70 ans, on disait plus jamais ça, nous ne voulons plus jamais voir cela. Et pourtant, une grande partie du monde accepte ce qui se passe. Ils l'acceptent, ils refusent de le reconnaître pour des raisons liées au profit, pour faciliter les relations. C'est inacceptable. Les efforts du PCC ont porté leurs fruits. Il a réussi à acheter près de 30 ans d'amnésie en Occident. Pourquoi le citoyen moyen devrait-il se sentir concerné par ce qui se passe, alors que, du moins en apparence, cela ne le concerne pas ? Eh bien écoutez, ça dépend du genre d'univers dans lequel vous pensez que nous vivons. Si vous pensez qu'il s'agit seulement d'un univers matériel et que nous sommes juste ici pour se faire le plus d'argent possible et aussi longtemps que possible, eh bien vous ne devriez sans doute pas vous en inquiéter. Mais si vous croyez que nous sommes dans un univers moral et qu'il y a des conséquences morales face à des actions immorales, et si nous collaborons avec un régime qui n'a rien à envier aux nazis, et si nous tirons profit de cette situation et que cela rend nos vies plus confortables, que nous bénéficions de ce régime en fermant les yeux sur les massacres, la cruauté énorme et sadique qui a été infligée à des millions de Chinois, alors nous ne pourrons pas nous plaindre quand nos enfants subiront le même sort. Il faut savoir que ce qui se fait en Chine, aux Chinois de tous bords, est quelque chose qui nous attend si les Chinois arrivent à nous mettre la main dessus. En fait, ce n'est pas un hasard. Réfléchissez-y un instant. Ce n'est pas un hasard que les Chinois soient si déterminés à collecter autant de nos données, que ce soit à travers TikTok ou par le biais de, vous savez, 23andMe, le site de généalogie qui collecte votre ADN, ou tout autre moyen qu'ils ont à leur disposition pour obtenir des données sur la santé des gens, sur leur ADN ou toute autre information personnelle, car ça peut les aider à vous cibler. Ce n'est donc pas le problème de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose, encore une fois, que nous refusons de voir à nos risques et périls. L'expansion de l'influence du PCC aux États-Unis et dans les pays occidentaux, quelle en est la gravité ? Est-ce que cela nous concerne vraiment ? Cette menace est-elle farfelue, exagérée ? Ou se pourrait-il que le PCC ait déjà exporté ses méthodes jusque chez nous ? Je pense que le glissement et l'infiltration se font très très rapidement si on laisse faire. Et c'est exactement ce que les Chinois essaient de faire ici. Ils essaient de s'infiltrer parce qu'ils veulent que nous soyons plus comme eux. Ils ne veulent pas être comme nous. Le Parti communiste chinois envoie des agents ici, envoie sa police ici, établit par exemple un poste de police au cœur de Manhattan. En mai dernier, le gouvernement américain a reconnu qu'un agent du PCC a été pris en flagrant délit de tentative de corruption d'un agent du fisc. Il cherchait à faire révoquer le statut d'organisation à but non lucratif d'une organisation affiliée au Falun Gong. Ils appellent ça un centre de service chinois. Il est situé à Omaha, dans le Nebraska. Je trouve étrange qu'en plein milieu du Nebraska, pas à San Francisco, pas à New York, il ne faut pas oublier qu'à Omaha se trouve la plus grande triade nucléaire des forces armées américaines. On parle ici de bombardiers, de missiles ICBM et de sous-marins nucléaires. Nous sommes donc dans un centre général stratégique pour les forces armées des États-Unis. Et le fait qu'ils aient installé un de ces centres de service chinois dans cette région vous montre l'agressivité et l'omniprésence avec laquelle les Chinois veulent s'imposer dans toutes les communautés, en Amérique comme en Occident. Et c'est surprenant, et cela devrait inquiéter tout le monde, le fait qu'ils s'installent aussi loin de chez eux. Un ballon chinois a survolé notre pays et a traversé la nation entière et passé au-dessus de beaucoup de nos installations militaires, nos bases de missiles et certaines de nos bases secrètes de missiles. Ils achètent des propriétés tout autour de nos terres agricoles. Leur initiative, ceinture et route, s'accapare tous les minéraux de terres rares.
Nous avons appris qu'il y avait des espions qui se faisaient passer pour des touristes, qui essaient de pénétrer dans l'une de nos bases militaires, des espions chinois. C'est ce qui se passe dans notre arrière-cour tous les jours. Les Chinois se sont infiltrés dans certaines communautés, jusqu'au niveau des associations de parents d'élèves. C'est vous dire à quel point cela va loin. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir d'illusions ou de déni de réalité face au Parti communiste chinois ou face à Xi Jinping, et au regard de ce à quoi nous sommes confrontés. Donc, si je puis vous demander, que signifie le 20 juillet pour vous? Les familles sont faites pour être unies. Après le début de la persécution, nous n'avons pas pu rester sous le même toit, ni même prendre une photo de famille, ou être ensemble pour des choses importantes, les choses de la vie comme les mariages ou les anniversaires. Cette persécution détruit ma famille encore et encore. Chaque année, à cette date, je me souviens de la souffrance que ma famille a traversée pendant près de 24 ans maintenant. Et chaque année, je me dis peut-être que l'année prochaine, ce sera fini. Je pense à toutes ces familles qui, comme moi, ont énormément souffert. Votre père est en ce moment même dans un camp de travail. Qu'est-ce que cette incarcération vous a fait subir? D'un point de vue psychologique, ça doit être angoissant pour vous de ne pas savoir comment il va, et sans parler du fait que, pendant un moment, vous ne saviez même pas où il était. Quand j'ai appris que mon père était condamné à 8 ans de prison, j'étais effondré. Vous avez envie de tout laisser tomber. Vous ne savez pas quoi faire parce qu'ils sont tellement puissants. Je suis aux États-Unis, mon père est en Chine. Et tout ce gouvernement, avec tout le pouvoir et l'argent qu'ils ont, est en train de persécuter mon père. Et moi je ne suis rien. C'est ma mère qui a aidé à me reconstruire. Ma mère est très forte. Elle sait toujours quoi faire, même dans les moments les plus sombres. Je pense donc qu'il y a une raison pour laquelle ma mère et je reste ici et se battre pour la liberté de mon père. 3 lettres ont été envoyées à la Maison-Blanche. Et le sénateur Rubio a écrit 2 lettres au département d'État. La 2e lettre est co-signée. Parlons de ce soutien que vous avez reçu de la part de vos élus. J'ai l'impression que bien souvent, lorsque les gens regardent certains de ces projets de loi ou ces initiatives, ils pensent que ce n'est peut-être qu'une formalité et que cela ne sert peut-être à rien. Est-ce que ça marche? Et encourageriez-vous les gens à suivre ce genre d'initiative? Ça marche, c'est sûr. Je vais vous donner un exemple. Donc, quand mon père a été arrêté, nous ne savions pas où il se trouvait, parce que la police chinoise refusait de nous dire où il se trouvait. Ils ont même refusé à mon avocat le droit de rencontrer mon père. Donc, mon avocat s'est rendu dans ma ville natale à 2 reprises et a déposé les documents nécessaires, mais continuait d'essuyer des refus. Mon député, M. Billy Rakis, a écrit une première lettre, en avril, fin avril 2021. J'ai donc appelé le bureau du procureur et je leur ai dit « Mon député a écrit une lettre au président Xi et c'est notre droit légal de rencontrer mon père. » Et juste 1 heure après cet appel, mon avocat a reçu un autre appel lui disant qu'il allait pouvoir rencontrer mon père. C'était la première fois que mon avocat pouvait rencontrer mon père. Et depuis, mon avocat n'a plus eu aucun problème pour le rencontrer. Cela montre à quel point le soutien international peut faire la différence.
Tant de fonctionnaires en Chine sentent ce qui se passe en Chine ne présage rien de bon. Et ils essaient de sortir du pays. Ils essaient d'obtenir des passeports pour leurs enfants. Ils essaient de sortir leur argent. Et c'est ce qui se passe dans tout le pays lorsque nous sanctionnons ces fonctionnaires. La nouvelle se répand dans toute la Chine et soudain vous obtenez, chefs de police, d'autres responsables de l'appareil de sécurité, peur d'être les prochains sanctionnés. Qui seront les prochains sanctionnés? Qu'ils ne pourront pas faire sortir leurs enfants. C'est donc ce genre de choses qui fonctionnent. Cela se répercute dans toute la Chine. Les États-Unis doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le monde entier prenne conscience de ce qui se passe. On ne peut pas laisser passer ça. Si personne d'autre ne le fait, alors on le fera. Nous devons le faire. Alors même s'il est vrai que nous avons voté des propositions de loi et même des lois concrètes au début de l'année, tout cela est loin d'être suffisant et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Nous devons identifier tous les responsables du Parti communiste chinois qui sont impliqués. Et vous savez, nous ne pouvons pas entrer dans leur pays pour les prendre et les mettre en prison. Et franchement, c'est bien dommage. Mais à défaut, ce que nous devons faire, c'est nous assurer que la vie de ces gens-là soit un enfer en raison de ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que ma proposition de loi cherche à faire. Votre proposition de loi les fait essentiellement réfléchir à deux fois s'ils ont été à un moment associés avec le prélèvement d'organes s'ils viennent aux États-Unis, ce qui est le cas de beaucoup d'entre eux. Absolument, parce que nous n'allons pas rester les bras croisés. Donc même si vous n'êtes que la personne qui a conduit la victime à la clinique, si vous avez fait quelque chose lié à ça, alors ne venez pas aux États-Unis, parce que nous allons vous arrêter. Ce que la plupart des gens ignorent à propos du Falun Gong en Chine, c'est que sur les 15 dernières années, c'est le plus grand mouvement de désobéissance civile dans le monde. Cela représente des dizaines de millions de personnes qui chaque jour en Chine créent des médias clandestins, des tracts, des pamphlets sur la persécution dont ils font l'objet et sur le sinistre passé du PCC. Et généralement ils font cela en pleine nuit, ils laissent des tracts sur le pas de la porte des gens et c'est ce qui se passe dans toute la Chine, dans toutes les grandes villes, dans tous les petits villages et tout ce qu'il y a entre les deux. Il y a donc une énorme vague de fond en Chine qui se lève pour que les gens sachent la véritable histoire du régime, ce que subit réellement le Falun Gong. Et cela crée une grande prise de conscience chez les gens. Et je pense qu'en fin de compte, c'est eux qui vont l'emporter en Chine. Et si c'est le cas, cela fera une différence énorme pour le monde entier. Imaginez que l'on n'ait pas à subir la tyrannie du PCC dans le monde sur la scène internationale. Les entreprises et les syndicats doivent s'unir et dire « Hey, ça ne va pas, arrêtons tout ça ». Et la façon de l'arrêter, c'est d'arrêter de leur envoyer nos dollars en échange de produits bon marché. Vous savez, nous devons utiliser le pouvoir moral de notre vote, le pouvoir moral de notre argent et le pouvoir moral de la prise de position. Si nous pouvons faire cela et si nous pouvons détruire le PCC par des méthodes morales, nous n'aurons peut-être jamais à les combattre physiquement. Nos enfants, si nous pouvons avoir une position morale sur ce sujet, nos enfants n'auront pas à aller se battre physiquement et risquer leur vie. Quel serait votre message aux Occidentaux? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Chérissez la liberté que vous avez. Il y a 2 ans, mon député, M. Bilirakis, a donné une conférence à l'Université de Floride du Sud. Il m'a invité à venir parler de mon histoire aux étudiants présents. Et selon moi, il y a beaucoup de jeunes générations en Occident qui ne comprennent pas ce que c'est que le communisme. Ils ne connaissent pas la valeur de la liberté. La liberté fait partie des droits de l'homme. Nous sommes nés avec ce droit. Mais la liberté dans d'autres pays, dans d'autres régions, c'est un privilège. Et je pense que chacun devrait s'en rendre compte, devrait chérir sa liberté et se battre pour la liberté. Parce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un viendra chez nous et vous privera de votre liberté. Et il faut s'y préparer.
diriez-vous aux millions de pratiquants de Falun Gong dans le monde et à ceux qui sont persécutés? Nous vous entendons. Nous savons ce que fait le Parti communiste chinois. Restez forts. Ce sont des personnes résilientes. Continuez ce que vous faites. Ne renoncez pas à vos principes. Nous allons vous aider. J'espère que vous garderez tous la foi. Parce que nous ici, nous défendrons toujours ceux qui croient en la liberté religieuse. Mais plus important encore, c'est tout simplement un droit de l'homme. Et il est reconnu par la plupart des gens dans le monde. Et j'espère qu'ils garderont la foi. Et qu'un jour, ils pourront être libres du joug du communisme. Notre message, mon message pour eux, c'est de garder l'espoir, de continuer à croire, de continuer à pratiquer, tout en sachant que nous allons vous aider. Sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que tout ce qui vaut la peine d'être réalisé, qui vaut la peine d'être sauvé, exige des sacrifices. Et si vos sacrifices, c'est de souffrir en silence pendant que vous continuez ce que vous avez à faire, alors cela compte. Et c'est un chemin que peu de gens prennent. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de prendre ce chemin. Mais vous si. Et il y a des gens qui prennent ce chemin aussi, avec vous, même s'ils sont loin de vous. Nous entendons vos cris, nous entendons vos appels et nous allons tout faire. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir en Chine, mais j'ai quelques responsabilités ici dans ce pays et je vais les utiliser afin que beaucoup de gens sachent, qu'ils en soient conscients. Et c'est difficile d'être patient, mais ceux qui sont patients sont ceux qui réussissent presque toujours. C'est la persévérance qui est généralement victorieuse. Nous y parviendrons. Peut-être pas aujourd'hui, mais nous y arriverons. Alors accrochez-vous et restez forts, et défendez ce en quoi vous croyez, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui croient en vous.